tous. Merci Lydia à nouveau de nous donner cette possibilité de pouvoir nous exprimer, nous, entrepreneurs et autres PME, PMI au sein même donc de ce Zoom, de cette visioconférence. Merci à la Chambre de commerce, évidemment, de pouvoir partager toutes ces informations et puis de nous permettre de créer cette petite communauté pour partager. Voilà, aujourd'hui, donc c'est un jour de partage, c'est-à-dire que nous sommes là pour expliquer, je dirais, nous rapprocher les uns des autres, partager nos expériences, qu'elles soient évidemment malheureusement négatives, mais aussi, on l'espère, positives. C'est aujourd'hui donc la troisième visioconférence que nous faisons. Nous augmentons chaque semaine de téléspectateurs. Nous étions, je crois, une cinquantaine il y a 2 semaines. Nous étions une soixantaine la semaine dernière. Et il va falloir donc battre le record pour arriver. Le record, c'est monsieur l'ambassadeur, bien entendu. Il y avait à peu près une centaine de personnes. Non, il y avait 120 personnes, 115 pour être précise. 115, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à relancer le lien et battons tous les records pour en parler. En tout cas, merci à tous d'être présents d'une part et à nos intervenants. Donc aujourd'hui, je rappelle les 3 petites questions, mais je les rappellerai au fur et à mesure. Donc présentez-vous, expliquez un petit peu ce que fait votre société. Racontez-nous un petit peu, malheureusement, ce que le Covid a apporté, enfin, quelles ont été les conséquences du Covid par rapport à votre entreprise. Et puis, évidemment, les sorties, tout ce que vous avez pu inventer, tout ce qui vous permet aujourd'hui de survivre et d'imaginer quand même un avenir radieux à la fin de cette crise. Je souhaiterais donner la parole à Agnès, qui m'a demandé gentiment, parce qu'elle a pas mal de rendez-vous, et Agnès qui représente ici donc Honnay Banque, mais je pense que tu vas nous en parler mieux que nous. Branche ton micro, je te propose, Agnès. Agnès, présente-toi s'il te plaît, ta société, nous t'écoutons. Bonjour, donc Agnès Nikitsky, je suis en Russie depuis 27 ans et je suis chez Honnay Banque depuis 7 ans. Donc Honnay Banque, c'est une banque qui a été créée par le groupe Auchan et dont l'activité principale est l'activité de crédit à la consommation, de carte de crédit. Donc, je ne travaille pas avec les PME, les PMI, je travaille avec les personnes physiques et l'activité principale de la banque, c'est de financer les projets ou les achats de nos clients dans les enseignes avec lesquelles nous travaillons. En Russie, nous travaillons avec 3 enseignes, Leroy Merlin, Auchan et Decathlon. Et dans d'autres pays, nous avons plus de partenaires. Donc aujourd'hui, le Covid, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire d'abord que nos partenaires sont touchés puisque tous ne peuvent pas exercer leur activité pleinement dans tous les magasins. Et ça veut dire aussi que pour protéger nos collaborateurs, nous avons décidé de retirer le personnel qui d'habitude travaille en magasin avec les clients. Ils travaillent de chez eux. Mais ça veut dire aussi qu'on est du coup plus créatif puisqu'on est en train de mettre en place, on a même mis en place essentiellement avec Leroy Merlin, un processus qui permet, en ayant nos collaborateurs à distance, de continuer à assurer le financement des clients dans les magasins qui fonctionnent. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est de mettre en place, toujours avec nos partenaires, des solutions en ligne que nous n'avions pas jusque-là, auxquelles on travaillait mollement parce que ce n'était pas la priorité, ni pour eux, ni pour nous. Et que du coup, la situation va nous permettre d'accélérer. Donc ça, quelque part, ça reste des points positifs. Le personnel de bureau, c'est à peu près 70 personnes, est en télétravail depuis le 19 mars, donc ça fait plus d'1 mois. Et ça se passe bien. Là aussi, on a toutes les solutions assez créatives qu'on a pu trouver, on les a mises en place. Tout le monde n'avait pas forcément un ordinateur portable ou un même ordinateur chez lui. On a transporté les gros ordinateurs à la maison, chez les collaborateurs. On a renforcé les systèmes de sécurité pour pouvoir accéder aux serveurs à distance. Des choses, j'imagine, que vous avez tous connues depuis ces derniers temps. Mais surtout, on s'est persuadé que en fait, toutes nos plateformes de business continuity et autres backup, en fait, ne servaient à rien et qu'on pouvait parfaitement avoir un backup à la maison sur toutes les activités qu'on faisait au bureau. Donc ça fait qu'on a renoncé à certaines locations qu'on avait de plateformes sur lesquelles qu'on gardait seulement pour des backups pour nos collaborateurs.
Et également, on est dans un processus où on se dit qu'on va certainement réduire la surface de nos bureaux et organiser plus de télétravail pour des gens qui nous le demandent en disant mais moi j'aurais fait ça même plus, je peux le faire, ça m'arrange, etc. Donc voilà, ça c'est des réflexions, encore une fois, que je pense sont pas propres à notre activité ni à notre entreprise, mais qui nous permettent d'être Et plus efficaces et surtout plus créatifs. il semblerait que ce soit effectivement, et ce sera à mon avis une nouvelle mode, je me permets de te couper, une nouvelle mode, effectivement, que finalement, les gens commencent à apprécier le télétravail et les sociétés ont peut-être des idées aujourd'hui comme tu le dis, de réduire les espaces de travail, de proposer pourquoi pas des espaces de coworking et puis de laisser leurs employés, soit à mi-temps, d'aller travailler à distance. Mais je pense qu'on en reparlera peut-être par la suite, encore une fois, avec Arnaud Benoît, je pense, sur un sujet bien précis. Je te laisse, excuse-moi d'avoir coupé. Non, Je connais bien. C'est une plage, on va dire, sur ce qui est typique à notre activité et qui est un problème au niveau du Covid. C'est une production réduite avec en parallèle une montée de ce qu'on appelle le risque, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des clients en difficulté de paiement pour des raisons évidentes, puisque une partie a simplement perdu son emploi ou en tout cas est en chômage technique. Une autre partie a vu une réduction de ses revenus. Et il y en a une troisième partie qui avait l'habitude d'être en permanence, de rembourser des prêts avec des prêts. Et comme l'activité bancaire est réduite aussi, et l'activité d'octroi de prêt ne fait pas partie de la liste validée des activités à maintenir à tout prix par la Banque centrale dans le cadre de l'épidémie, il y a donc un certain nombre de gens qui se retrouvent en difficulté. Donc de notre côté, on travaille avec chaque personne individuellement pour restructurer les prêts. Et un autre élément qui est perturbateur et compliqué, c'est que le président Poutine a annoncé à la fin du mois de mars que les banques allaient octroyer des moratoires de paiement. Et en fait, les gens se sont engouffrés dans la brèche et ont simplement arrêté de rembourser leurs prêts en disant on a 6 mois de moratoire. Or, un moratoire, ça se formalise et ça se demande. Et a priori, il y a une éligibilité pour y avoir droit. Éligibilité qui, comme beaucoup de choses qu'a déclaré le président Poutine fin mars, n'était pas claire et n'a été définie plus clairement par la Banque centrale que récemment. Et en fait, les règles qui sont émises sont pareil, pas claires, voire très réduites. Et en fait, peu de personnes ont droit à ce moratoire. Donc les banques, et nous ne sommes pas une exception, essayent de définir leurs propres règles afin, je dirais, de limiter les dégâts. Parce que de deux choses l'une, donner un moratoire à un client, ça veut dire que pendant 6 mois, il ne paye plus, mais les intérêts courts et le capital qu'il le doit toujours au bout de 6 mois. Sachant que ce n'est pas sûr que dans 6 mois, il va retrouver un niveau de revenu qui lui permette de payer l'arriéré. On va dire que c'est une bombe à retardement. Si on joint à cette règle, à ce moratoire, une restructuration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en général, soit on allonge le délai de remboursement, ce qui fait que les mensualités sont plus petites, et on peut doubler cette mesure d'une baisse des taux, qui fait que les intérêts à payer sont aussi plus petits. Donc, quand on fait ça, ça va mieux, et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille en ce moment, mais encore une fois, en naviguant à vue, et sur mon activité précisément, il n'y a absolument aucune aide extérieure. Donc, comme tout le monde, j'ai aucune aide extérieure sur le paiement des salaires de mes salariés, mais ça, je dirais que ce n'est pas particulier mon activité, donc après, chacun s'arrange. Et aucune aide là-dessus. Les seules aides qui sont données par l'État concernent les prêts hypothécaires, si on parle des personnes physiques, à certaines banques qui sont éligibles. Donc ça, c'est un vrai sujet parce que ça met en péril notre activité aussi, parce qu'à un moment, la banque aussi se retrouve en péril. Et on jongle avec cet équilibre aujourd'hui de comment on peut gérer ça en étant à la fois dans une approche, je dirais, humaniste, parce que c'est aussi nos valeurs. Hein, on n'est pas là pour faire du recouvrement à tout va. De toute façon, quand les gens n'ont plus d'argent pour payer, ça ne sert à rien. Pour essayer de trouver une solution qui permette aux gens de continuer à payer en allégeant le poids de la dette. Donc, des choses assez triviales, assez terre à terre, mais qui sont une gestion compliquée au jour le jour. Et je dirais que c'est essentiellement là-dessus qu'on fait le focus, à part la partie dont je vous ai parlé au tout début, qui était d'essayer de continuer une production et un financement aux clients qui en ont besoin. Je posais aussi, pour votre information, pour tous ceux qui écoutent, il y a un chat juste à côté. Vous pouvez écrire des messages, les adresser à tout le monde, à des personnes bien précises.
Les questions que vous écrirez seront posées à la fin. Alors malheureusement, Agnès devra peut-être nous quitter entre-temps. Peut-être que tu pourras revenir à la fin après ton coup de fil important. S'il y a des questions bien précises, justement, pas sur les banques. Je t'ai encore coupé. Je ne sais pas si tu avais fini. Non, j'avais terminé. D'accord. Bah, écoute, Sauf s'il y a d'autres choses que tu aimerais que je couvre dans cette allocution. Je sais que tu dois nous quitter dans quelques minutes. Je propose que s'il y a effectivement des questions, que chacune des personnes les note. Et si tu as la possibilité de nous retrouver après ton call, ce serait pas mal. On finira sûrement vers 16 heures. Et je sais que la semaine dernière, il y avait beaucoup de questions justement sur les banques. Peut-être que tu auras la possibilité d'y répondre. Bon, j'essaierai. Voilà. Je ferai signe. Bon, en tout cas, merci pour ton intervention. Je voudrais passer dorénavant la parole à notre ami Guillaume Leroy, c'est Tracad. Guillaume. Bonjour Yann, bonjour à tous. Salut Guillaume. Je te propose, comme d'habitude, présente-toi, ton entreprise. Donc, tu es au bureau, tu es un des rares privilégiés qui a ce bureau, effectivement, pas très loin de chez toi, à pied. Ouais, moi je suis à 10 minutes, ils sont à Armaz-Avot et je suis à 10 minutes à pied. Et je trouve qu'il faut que j'y aille environ 2 fois par semaine pour des documents. Donc voilà, aujourd'hui je suis seul au bureau. Très bien. Oui, tu es seul. En règle générale, tu vois du monde. Enfin, je dirais, c'est intéressant pour ceux qui ne sortent pas. Peut-être dire, dans la rue, le temps que tu y arrives, tu vois du monde. Ouais, je suis toujours sur les surpris. bureaux. Je suis toujours surpris sur le Calso de voir pas mal de monde dans la circulation. Après, je ne sais pas si vous regardez sur Yandex Trafic, il y a cet indice Covid qui Yandex mesure le nombre de personnes qui sont dans la rue. Et pourtant, il était plutôt bon aujourd'hui. Donc 3,5 sur 5, c'est quand il n'y a pas trop de monde. Mais je suis quand même surpris de voir du monde, ouais, complètement. Et dans les bureaux, je sais que tu as des grands bureaux à Arma. Il y a du monde là-bas? Non, il y a très peu de monde. Il y a Mazar qui est en dessous, il y a Pionnier qui est à côté, il n'y a personne. Non, il y a très peu de monde. Il y a peut-être je vois quelques personnes sur le territoire, mais c'est quand même, non, il y a pas grand monde. Petit spoiler, Mazar que nous aurons peut-être la semaine prochaine, je l'espère, avec Sylvain Fréon. Guillaume, nous t'écoutons. Oui. Que fais-tu dans la vie? Alors, je vais essayer de partager avec vous comment nous, on traverse cette période. Donc, je suis Guillaume Leroy, je suis en Russie depuis 8 ans. Et je suis l'un des 3 fondateurs de Tracad. Donc, à Tracad, en fait, nous développons des technologies qui sont dédiées à l'optimisation de la publicité digitale. Donc, nos produits sont utilisés principalement par les équipes marketing des sites e-commerce qui ont une problématique, qui ont d'augmenter le retour sur investissement de leur campagne de publicité sur des réseaux tels que Google, Facebook, Criteo, Instagram, pour les plus connus, ou encore Yandex en Russie. Donc Tracad, c'est une entreprise française qui a 2 filiales, une en Russie et une en France, qui est la base de notre développement en Europe. On a plus de 100 clients qui sont principalement des marques et des retailers comme Decathlon, La Redoute, Cdiscount, L'Oréal. Et en Russie, on travaille avec Sberbank, L'Étoile, Mégaphone ou encore GSNoy. Donc, tu es une bonne source d'information justement par rapport à tous ces clients qui passent tous par toi. Comment ça a changé tout ça? Alors nous, l'impact Covid-19 sur notre activité, il est modéré, pour pas dire faible, et je dirais tant en Russie qu'en Europe. En fait, il y a 2 raisons en ça. En fait, la première, c'est, vous l'avez compris, on travaille sur des technologies qui sont des technologies d'optimisation de la profitabilité des investissements publicitaires, qui plus est sur la publicité digitale. Donc, combien de revenus je génère sur mon site e-commerce quand j'investis 1 000 €, quand j'investis 100 000 roubles sur tel support? Est-ce que c'est des revenus qui génèrent des nouveaux clients, des clients existants? Quelle contribution ça a dans le chiffre d'affaires global de mon site internet? Donc, c'est vraiment des technologies qui permettent d'optimiser, de contrôler mes coûts, ce qui est en ce moment plus qu'essentiel. On est soit dans du contrôle des coûts des budgets publicitaires, soit même carrément dans leur réduction. Donc, c'est que nous, une des promesses de nos technologies, c'est générer plus de revenus à budget publicitaire équivalent. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est notre business model. On développe et on exploite des produits SaaS. Donc SaaS, ça signifie Software as a Service. Ça, en mot simple, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est qu'en fait, on édite des logiciels qui sont
qui ne sont pas localisés sur votre ordinateur, mais qui sont hébergés sur nos serveurs. Et nos clients se connectent à nos produits via login mot de passe. Et une des particularités du business model SaaS, c'est l'abonnement. C'est-à-dire que nous, un contrat signé, c'est un contrat qui court sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Donc, notre business model, il est basé sur la récurrence mensuelle des revenus. Nous avons une base client qui va augmenter tous les mois, évidemment, à partir du moment où on fait de l'acquisition client. Donc, c'est les deux raisons qui font qu'aujourd'hui, la crise Covid, en tout cas, a peu d'impact. C'est la nature même de nos produits et notre business model. Maintenant, sur nos clients, tu parlais de nos clients. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'il y a eu des conséquences? Est-ce que ça a eu des conséquences déjà? Est-ce que toi, tu le ressens justement par le biais de tes clients? Est-ce que tout se fait automatiquement ou par rapport à tes logiciels, tout ça? Ou est-ce qu'il y a une intervention qui fait que les entreprises avec lesquelles tu travailles ont dû peut-être stopper les contrats qu'ils avaient avec toi? Est-ce qu'il y a eu un changement par rapport à ça? On a eu quelques contrats qui sont arrêtés. Je pense notamment à des sites, des secteurs qui ont particulièrement touchés, c'est des sites de billetterie en ligne. Donc, autant dire que là, en fait, c'est des sites qui ont été touchés de plein fouet, qui, eux, nous ont demandé de suspendre leur activité. Mais après, on a les clients avec lesquels on travaille, je vous l'ai dit, ce sont des retailers et eux rencontrent des difficultés. Évidemment, les sites e-commerce de sites comme Decathlon, de sites comme Petrovich, Leroy Merlin, ils ont des courbes de croissance qui sont à 2 chiffres, même à 3 chiffres par rapport à il y a un mois ou il y a 2 mois. Mais c'est pas l'euphorie dans les équipes. Dans le même temps, ils ont tous leurs points de vente qui sont fermés. Donc, on a des clients qui rencontrent des difficultés. Et justement, je peux en parler après. Nous, on a fait le choix de se rapprocher de nos clients et de pouvoir les accompagner au maximum durant cette période qui, pour eux, évidemment, pour les retailers, c'est une période qui est dramatique. Donc, nous, l'impact qu'on ressent vraiment sur le business, c'est sur l'acquisition de nouveaux clients. Voilà, les clients avec lesquels on était sur le point de signer, d'ailleurs plus en France qu'en Europe, mais c'est des entreprises qui souvent ont gelé en fait l'enregistrement de nouveaux fournisseurs. On travaille avec des groupes qui ont parfois des process, pas complexes, mais des process qui prennent du temps. Et donc là, en France, on a en effet une acquisition de nouveaux clients qui est quasiment à l'arrêt. On va dire, dans l'antichambre de signer ces contrats-là. Donc là, on patiente. C'est moins le cas en Russie, où oui, en effet, on signe moins de nouveaux contrats, mais où on continue en tout cas d'enregistrer des nouveaux clients. Donc l'impact qu'il y a pour nous aujourd'hui, c'est qu'on revoit en fait à la baisse nos prévisions de signature de nouveaux clients pour les deuxième trimestres et troisième trimestre. Là où il n'y a pas d'impact en revanche, c'est sur nos produits. Nous, on avait défini une roadmap pour l'année 2020 de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux produits qu'on voulait mettre sur le marché. Et ça, en tout cas, ça n'a pas été impacté et on sortira les produits qu'on a prévus, ce qui veut dire que nos équipes de développeurs continuent de travailler. D'accord. Donc, finalement, dans l'ensemble, je dirais que tu t'en sors plutôt pas trop mal, à mon avis. Tes équipes peuvent travailler à distance, finalement, essentiellement. Oui, complètement. Nous, je crois qu'Agnès parlait du 19 mai. Nous, on est rentré le 16 mai, on va dire, en situation de crise. Alors, avant de parler de l'organisation d'équipe, on sait qu'on a identifié, en fait, on a fait plein de scénarios, je pense, comme beaucoup d'entre vous. On a fait tourner les tableaux Excel. Et en fait, on a matérialisé 2 objectifs qu'on voulait atteindre durant cette période. Et c'est aussi 2 objectifs qu'on a fixés à l'équipe pour que tout le monde ait un objectif commun. C'était se rapprocher de nos clients, je l'ai dit tout à l'heure, et c'était également maintenir la croissance de l'entreprise. Donc, se rapprocher de nos clients, ça passe par quoi? Ça passe par augmenter la fréquence de nos échanges qu'on peut avoir avec eux. On a créé des services additionnels gratuits, des services d'audit, d'analyse. On a même proposé on propose toujours d'ailleurs des formations à leurs équipes sur des expertises marketing, sur des expertises techniques qu'on peut avoir. On a créé également des webinars. Je pense que là aussi, on est très nombreux à avoir créé des webinars. En France, on a lancé en Russie. On traquait des Google Partners. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on travaille avec Google sur des webinars qu'on va pouvoir également lancer avec les équipes Google à Paris et à Moscou. Donc, on essaie vraiment de créer de la valeur ajoutée pour nos clients et voilà, avec cet objectif clair qui est à l'issue de la crise, on veut créer une relation qui soit encore plus forte avec eux. Deuxième point, c'est la croissance de l'entreprise. Excuse-moi Yann, du coup, et après je te parle de l'équipe. Voilà, sur la croissance de l'entreprise, il y a 3 points que je voulais partager avec vous. C'est sur l'acquisition de nouveaux clients, on a décidé d'augmenter la fréquence
on va dire, ce qu'on appelle la pression commerciale sur nos prospects. Donc, on a multiplié les messages, on a fait des tests, on envoie des mails et on peut savoir le nombre d'emails qui sont ouverts, le nombre d'emails même sur lesquels il y a des clics à l'intérieur. Donc, on étudie en fait les emails de prospection qui ont des meilleurs résultats que d'autres. On se rend compte qu'on a des taux d'ouverture durant cette période qui sont plus importants qu'en temps normal. Donc, on a décidé d'augmenter la fréquence en fait, des messages qu'on envoie à nos prospects. Le deuxième point, c'est qu'on a ciblé des secteurs d'activité qui sont moins impactés par la crise. Donc, pour l'e-commerce, ça va être l'alimentaire, ça va être les sites d'éducation en ligne, de streaming, les articles de sport, de bricolage. Et enfin, le troisième point, c'est qu'on a créé des offres commerciales qui sont plus attractives. Donc, pour nos technos, on avait déjà des périodes de test, mais on a proposé des périodes de test plus longues. Et puis, on a également sur des offres commerciales créé des discounts qui sont plus importants. Bravo. Donc, une jolie reconversion pour l'instant. Je pense que je me fais pas trop de soucis te connaissant bien sur ça. Mais je pense que là où en fait on a beaucoup travaillé aussi, c'est justement sur le home office. En fait, à partir du moment où on a basculé, donc on a une équipe de 25 personnes à Moscou. À partir du moment où on a passé en home office, on a vraiment travaillé sur 3 axes. Le premier, c'est l'espace de travail. Là aussi, Agnès en parlait. Donc, on s'est vraiment assuré que tout le monde pouvait travailler de chez soi. Il ne fallait pas être devin pour savoir que ça allait durer plus d'une semaine et qu'on allait plutôt s'inscrire sur 1 ou 2 mois, voire plus. Donc, on a fait en sorte que le télétravail se passe pas sur un canapé ou dans son lit avec un ordinateur sur les genoux. On a livré chez certains de nos employés, on a déplacé des chaises, des bureaux, des écrans, donc que chacun ait un poste de travail vraiment installé. Le deuxième point, c'est la productivité. On voulait être certain que tout le monde continue d'être productif. Là, on a mis en place des meetings quotidiens, évidemment, par département. On a partagé nos agendas. On s'est assuré, en fait, que personne ne se retrouve isolé dans sa façon de travailler. Et c'est ce qu'on a fait aussi avec le troisième point, c'est le lien social. C'est pas simple. Enfin, on est habitués à travailler ensemble dans un environnement commun et collectif. Et là, on se retrouve tous chez nous dans un environnement qui est complètement différent, seul ou en famille. Et on a réfléchi à comment en fait conserver du lien social entre nous en tant qu'équipe, comment ressentir toujours aussi un attachement à l'entreprise. Donc, il y a eu des initiatives de l'équipe sur le sujet. On a un coffee break tous les jours où ils se retrouvent à 17h. Enfin, on se retrouve d'ailleurs tous quand on le veut pour échanger sur des sujets autres que professionnels. Ils ont créé des challenges du week-end. Et nous, on a voulu mettre en place, en fait, et ce qui est une vraie réussite, et je pense que c'est peut-être même la réussite que j'ai envie de partager avec vous, c'est on a recruté des coachs, en fait, qui sont 3 coachs. On a mis en place des séances de fitness le matin. Donc, tous les matins de la semaine, maintenant, à 8h30, de 8h30 à 9h. On a un coach qui délivre des séances de fitness pendant 30 minutes. C'est un réveil musculaire, d'ailleurs plutôt musclé. On est plusieurs à se connecter, tout le monde ne se connecte pas tous les jours, mais en tout cas, on se retrouve aujourd'hui même une vingtaine. On l'a même ouvert à nos clients et à nos partenaires. Donc, ça fonctionne bien. On a mis en place aussi 2 séances de yoga le soir, le mardi et le jeudi à 19h30, des séances de yoga d'1 heure. Et on a mis en place une 3e séance qui est de la méditation et de la respiration. Donc ça, c'est une vraie réussite dans le sens où les équipes participent et ça contribue d'une part à nous retrouver pour une autre activité et puis aussi à avoir une activité qu'on ne peut pas avoir en temps normal. Les salles de sport sont fermées, les salles de yoga aussi. Donc ça, c'est une vraie bonne chose. Eh ben, chapeau tout ça. C'est intéressant. Si à la rigueur, si y a la possibilité, pourquoi pas de partager, je sais pas, soit des séances de yoga ou de sport, pourquoi pas avec d'autres personnes. Avec grand plaisir. Je peux partager le lien fitness et vous envoyer les horaires. Vous êtes les bienvenus. C'est tous les matins à 8h45, donc on n'est pas limité dans le nombre de personnes. Donc oui, je peux complètement le partager. Yann, tu me diras quel est le meilleur moyen de le faire. Tu nous l'enverras, peut-être qu'on le partagera. Enfin, écoute, en tout cas, belle initiative et bravo et bon courage pour la suite. Je te remercie pour ce témoignage très, très intéressant qui va nous permettre en plus de faire du sport tous ensemble au même moment. Si vous avez des questions à nouveau pour Guillaume, n'hésitez pas à les rajouter sur le groupe de conversation du Zoom. En tout cas, merci Guillaume. Je souhaiterais passer la parole à Natalia Chicalo. Est-ce que tu nous entends, Natalia? Ton micro est coupé. Vas-y, remets-le.
Et voilà, très bien. Bonjour Natalia. M'entendre. Bonjour tout le monde. Merci pour cette invitation. Je t'en prie. Alors, parle-nous un petit peu de toi. Nous t'écoutons. Déjà, je vais vous montrer, parce qu'il y en a qui ne savent pas peut-être ce que nous faisons, à quoi ressemble le souvenir touristique sur Grief. Donc, c'est un projet que l'agence Dreamcatchers a lancé il y a à peine 2 ans. Donc, c'est un tout jeune et tout nouveau projet et sur la thématique du thé. Donc, durant cette première, on va dire, phase de notre existence, bien évidemment, on a surtout focalisé nos efforts sur la construction du réseau de distribution et sur notre notoriété. Et on peut dire que durant 2018 et 2019, on a participé à pas mal de salons, à pas mal d'inaugurations solennelles ou pas trop. On a gagné pas mal de concours et on a pu quand même construire déjà un bon réseau de distribution en sachant que nous sommes présents depuis plus d'1 an chez Globus Gourmet, gastronome numéro 1, dans quelques Mirator, quelques Périclios, Takasbukov Koussa, dans la plupart des librairies de la ville de Moscou. Il y en a un, par exemple, qui est tout près du siège de la CCIFR. Peut-être certains collègues nous ont vu se vendre là-bas. C'est Biblioglobus. En bas de la Lubyanka, c'est ça, en bas tout à fait, tout à fait. Ouais, tout à on fait. est largement présent. On a une belle vitrine de toute la gamme qui est en vente là-bas, en sachant que la gamme actuellement, c'est 9 variétés de thé et tisane à la russe, c'est 3 nouvelles variétés de soi-disant thé réchauffant qu'on a lancé au mois de novembre, c'est 3 types de confitures, c'est les pains de sucre, les jeunes et même certains vieux ne savent pas ce que c'est, donc c'est le sucre à l'ancienne. C'est des baumes à base de miel, des herbes, etc. Donc, l'idée de ce projet, c'est proposer la Russie, offrir la Russie à travers les goûts et les splendeurs de ces régions, en sachant sur chaque boîte de thé, nous avons le costume traditionnel de telle ou telle région et l'un des modèles de samovar. Voilà. En parlant des victoires, je peux citer par exemple le fait que nous avons été le cadeau officiel de la 23e Assemblée générale de l'UNVTO, qui s'est tenue dans la ville de Saint-Pétersbourg en septembre dernier. Et du coup, 1200 boîtes ont été offertes à toutes les délégations du monde entier qui ont assisté à ce grand événement du monde divin du tourisme. On a eu 2 grands prix du concours Russian Souvenir. Nous étions le partenaire officiel du festival Spasskaya Bashня et j'en passe les meilleurs. Peut-être les collègues qui sont présents ont remarqué également notre présence à la soirée de gala de la CCFR. On ne pas au mois de juin, mais on n'est pas sûr. Voilà. D'autres peut-être nous ont remarqué à l'ambassade de France quand on a fêté le 14 juillet. Nous étions présents à la conférence récente économique qui s'est tenue Gogolevski Boulevard, donc au Club des échecs, etc. etc. Aujourd'hui. Voilà. Mon rôle principal, c'est justement s'occuper de la promotion, de la communication, de tout ce qui est interaction avec des organismes comme Ross Export Center, l'équivalent de Business France, MOS Export Center, Россотрудничество, les MICE agences de MICE Tourisme, etc., etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pendant le confinement? On vit au jour le jour, d'une part, comme tout le monde, mais néanmoins, bien évidemment, on pense à notre développement stratégique.
espérant, comme nous tous, qu'un jour, le déconfinement aura lieu et la vie normale va reprendre son cours. Donc, notre projet est un être vivant, un bébé capricieux qui est toujours en pleine évolution. Comme j'ai dit au début, l'idée, c'est présenter la Russie à travers tous les groupes ethnographiques, qui sont à peu près 200. Actuellement, l'équipe de design, Edouard va en parler peut-être, a déjà dessiné pratiquement 80 personnages. Parmi les nouveautés, si j'ose dire, c'est la série Far North. Donc, c'est le peuple indigène du Grand Nord, de la Sibérie et de l'Extrême-Orient. C'est la série des peuples du Caucase. C'est la série qui est intitulée pour l'instant Komzet, sur l'histoire on va dire, des bourgades juives créées par Staline dans les années 20. Voilà, donc l'un des projets qu'on est en train de réfléchir dessus, c'est faire une exposition éphémère ou itinérante en s'appuyant justement sur cette collection. Ça peut être sous forme des bannières, sous forme des roll-up, donc des structures amovibles qu'on pourrait exposer outdoors ou indoors. Donc ça va dépendre de nos clients, est-ce que c'est la commande de la ville de Moscou, on peut toujours rêver, est-ce que c'est un musée ou est-ce que c'est un corporate client qui veut avoir ce type de décoration dans une salle de détente. Natalia, si je peux me permettre une question, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà prévu ou est-ce que c'est ce que vous avez eu comme idée justement suite aux conséquences du Covid en fait, c'est ça qui... On a commencé à réfléchir un peu avant, mais on va dire que cette situation accélère, on va dire, notre réflexion et notre action. Voilà. Autre projet, comme nous avons fait quelques belles actions de promotion, notamment à Berlin et Paris, en janvier et en février, ça nous a permis de comprendre que le projet est très bien adapté au goût des Européens et suscite beaucoup de questions, notamment la série que nous avons faite justement pour la 23e Assemblée. C'était la série consacrée à la grande route de thé. Donc, chaque côté de chaque boîte présentait tel ou tel métier, tel ou tel personnage qui représentait un métier qui desservait, on va dire, cette grande route de thé. Donc, voilà, on a compris comme c'est quelque chose qui peut normalement être commercialisé à l'étranger. L'export fait partie également de nos priorités. Là, en ce moment, on se heurte à la problématique de la certification. On a été mis déjà dans le catalogue des exportateurs, le catalogue digital de Moss Expert Center. Voilà. Puis, on a fait même une action avec Ross Expert Center et on a failli également participer à la foire de Paris qui aurait dû être tenue au mois d'avril. Mais bon, je vous laisse deviner pourquoi on ne participe pas. Voilà, donc du coup, on a un collègue qui se bat actuellement, qui est en interaction active avec plusieurs sociétés qui sont censées nous délivrer un jour la certification pour vendre notamment en Allemagne et en France. Ce sont nos marchés prioritaires. Aujourd'hui, ce sont un petit peu vos priorités dans le sens où pour essayer d'obtenir des sorties de secours, hein, si je comprends bien. Tout à fait. Certification. Tout à fait. Tout à fait. Édouard, je crois, alors je ne sais pas si Édouard est parmi nous déjà ou pas. Oui, je suis avec vous. Il est là. Effectivement. Édouard, enfin, je ne sais pas si vous pouvez compléter un petit peu, si j'ai bien compris, le travail de Natalia. Vous êtes sur la partie oui, promotionnelle, c'est ça? Oui, bonjour à tout le monde. Merci aussi d'être parmi les invités. En fait, pour compléter ce que dit Natalia et pour expliquer le format, je suis copropriétaire d'une agence de branding qui s'appelle Dreamcatchers.
et on s'occupe de branding et de la pub. Mais il y a 2 ans, on a lancé effectivement un autre business qui est un business d'été. Voilà, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a pas grand-chose à offrir quand on voyage, sauf Matryoshka, Chapka, etc. Voilà. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on c'est pas réfléchi, on travaille déjà sur un projet pour finir avec l'été. On travaille sur une gamme de tisanes parce que actuellement le côté santé, c'est quelque chose qui est devenu vraiment important. Donc, on a choisi une gamme des herbes énergétiques qui donnent plus d'énergie. Ce sont des fois des plantes endémiques de l'Extrême-Orient, de la Sibérie. Et donc, on va lancer une gamme de produits qui justement qui sont orientés non sur le côté plaisir, mais plutôt sur le côté santé, renforcer l'immunité, etc., etc. Voilà, donc on essaie d'adapter notre offre aux réalités parce que bien sûr tout ce qui est souvenir, c'est pas la priorité. Donc, les ventes dans les points de vente se sont réduites quasiment à 0 dans notre segment parce que ce sont des souvenirs. Mais à zone, à travers Wildberries, Ozone, Bérou et autres sites. C'est ce que nous avons eu, excusez-moi de vous couper, nous avons eu effectivement la semaine dernière, de plus en plus de personnes apparemment passaient sur l'e-commerce et se proposaient de passer justement par ces 3 plateformes qui semblent effectivement être très présentes. Je fais juste un petit aparté parce qu'il y avait une question qui était juste à côté. Effectivement, pour les intervenants, si vous avez la possibilité juste de marquer dans la conversation du groupe Zoom un lien Internet vers vos sociétés de manière à ce que les gens en même temps en parallèle puissent voir de quoi il en... enfin, voilà, tous les produits que vous proposez et autres tisanes. Voilà. Ou Lydia, éventuellement, si tu veux le rajouter dans le... Oui, on va en fait rajouter ces liens à la fois dans le... pour pas gâcher l'image, je m'étais déconnectée. On va mettre ces liens pour vous soutenir encore une fois pour que les membres reviennent vers vous avec des commandes de fleurs ou du thé par exemple dans le compte rendu sur le site de la Chambre et en dessous de la vidéo qui sera publiée sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas, peut-être dans cette conversation, ou bien nous envoyer à Yann et ou à moi par mail. Edouard, excusez-nous, nous avons coupé. Oui, non, ça va, j'ai juste dit que je viens de dire qu'on va lancer une gamme de tisanes pour réagir aux nouvelles réalités. Et je me questionne toujours qui sont ces gens qui continuent à acheter des coffrets, des cadeaux pour offrir à qui et comment. Peut-être ils achètent ensuite envoient à quelqu'un parce que sinon c'est vraiment étrange. Mais à Zone et à Wildberries, les commandes sont soit au même niveau, soit encore au niveau supérieur qu'ils n'étaient avant. Voilà. Et pour, ils font des réserves peut-être, c'est ça, non? Ils font des réserves de thé au cas où? Je sais pas. Il y a des réserves de pâtes et d'autres choses peut-être. On a quelques références de thé qui sont des thés réchauffants avec gingembre et des épices. Alors, je comprends. Mais on a aussi des coffrets qui coûtent 2000 roubles, mais même plus. Et bon. Donc, c'est intéressant. Et bon, s'il n'y a pas de questions, je passe à la toute petite présentation de notre projet principal qui est l'agence de branding. Oui, s'il vous plaît, oui. Voilà, donc on est sur le marché quasiment 20 ans. On se positionnait toujours comme agence de branding, bien que dans la structure de nos services,
Seulement la moitié, c'était du branding pur et le reste, c'était soit marketing dans un sens plus large, les communications publicitaires et jusqu'à certains projets de web, corporate, etc. Mais avec les derniers événements, avec la crise, avec la peste, donc, on ne savait pas ce qui nous attendait, donc on se préparait au pire, mais le fait qu'on est spécialiste dans le branding, c'est-à-dire on travaille avec le packaging dans le sens large aussi, nous sauve quand même parce que les budgets publicitaires sont passés de la pub au packaging. Donc, les sociétés dépensent maintenant l'argent sur le packaging, soit sur la pub dans l'espace Internet. Le packaging, pour certaines entreprises qui n'ont pas beaucoup d'argent, actuellement reste la seule surface publicitaire. Donc, bien qu'on a licencié 30% de salariés en se préparant au pire, maintenant, on bosse jour et nuit parce que quand même, tout ce qui est packaging, ça nécessite de la main-d'œuvre, c'est ça? Oui, on a même plus de commandes. En plus, il y a une répartition du marché. Il y a des certains joueurs étrangers et autres qui vendaient des produits plus chers, qui partent, leur place, le place ne reste jamais vide, donc les créneaux sont à être occupés. Il y a aussi des produits qui sont intéressants aujourd'hui. Ce sont des gels pour les mains, les produits antibactériens. Oui, antibactériens. Donc, il y a des entreprises qui viennent avec des commandes comme ça. Pendant un mois, on a eu 3 projets différents qui durent toujours pour créer des produits antibactériels. Donc, voilà. Il y a des ex-salariés qui rêvaient pendant des années à lancer leur propre business. Et maintenant, ils n'ont pas de choix. Ils doivent lancer leur business parce qu'ils sont licenciés. Donc, vous aviez annoncé, effectivement, vous, de votre côté, finalement, vous avez dû licencier, vous annonciez presque 30% de vos salariés, c'est ça? Voilà. Il n'y avait pas d'autre possibilité de les garder, de baisser leur salaire ou d'autres choses comme ça, ou ça a été… En fait, quand on est 25 personnes au bureau, donc licencier 30%, c'est pas vraiment licencier beaucoup de gens, mais il y avait quelqu'un qui s'occupait plutôt du portfolio de l'agence, donc consacrait 100% de son temps pour préparer les visualisations. Il y avait comment dire, des gens qui le mot français m'échappe, les collaborateurs qui étaient quasiment, c'était pas en période de stage, mais qui étaient jeunes. D'accord, des stagiaires. Comme des stagiaires, voilà. D'accord. Et jusqu'à le office manager, la personne qui est la secrétaire, dont on n'a plus besoin, etc. Donc, on a licencié un peu. On a réduit le salaire de certains, en fait, de quelques personnes, mais on a gardé le niveau de rémunération. L'essentiel et le maillot. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage.
Je souhaiterais donner la parole à Stéphane Platret. Alors, c'est un domaine que je connais bien puisque c'est de la relocation ou de l'immobilier. Stéphane Platret, tu peux même brancher ta caméra. Ah ben, je suis là. Je vois sur le petit. Ah, tu es là. Donc, Stéphane Platret, directeur de Welcome Abroad. Alors, Welcome Abroad, pour ceux qui ne le savent pas, c'est aussi ma société. Donc, mais je pense que Stéphane, en tant que directeur, va pouvoir nous faire un bilan. Et s'il se trompe, je serai là pour apporter d'autres informations. Stéphane, nous t'écoutons. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Stéphane Platret, société Welcome Abroad. Merci à CCFR de donner l'opportunité de parler sur cette plateforme. Merci à Lydia, merci à Yann. Donc, en quelques mots, la société Welcome Abroad, une société qui existe depuis 2006 et qui propose des services aux étrangers, personnes privées, entrepreneurs, employés de sociétés internationales et ambassades, à s'installer en Russie. Donc, globalement, recevoir les documents dont ils ont besoin pour vivre et travailler, trouver un logement et les assister dans leur vie de tous les jours. Notre société a 3 volets de services pour être rapide. Donc, le premier volet, c'est les services d'immigration, donc obtenir un visa, un permis de travail, aider les étrangers à s'enregistrer dans leur appartement depuis la nouvelle loi en 2018 et les assister donc, dans la vie de tous les jours, résoudre des problèmes techniques et entretenir les relations avec les propriétaires. Donc ça, ce sont nos services d'origine, c'est notre vocation première. Depuis quelques années, nous faisons aussi de l'achat-vente, donc essentiellement, initialement destiné aux étrangers qui souhaitaient investir dans l'immobilier en Russie. Donc nous les aidons, comme pour la location, à trouver l'appartement qui leur correspond, le rénover, le proposer ensuite à la location, soit court terme à l'instar de Airbnb, soit en court et moyen et long terme. Et c'est à l'équivalent de ce qu'on peut appeler chez nous en France, en Occident, la gestion locative. Donc, nous sommes là pour gérer l'appartement et faire un entretien pour les propriétaires qui sont soit absents de Russie, soit qui ne veulent pas s'en occuper. Si je peux me permettre, je te coupe, oui. Stéphane. Tu dois toucher ton téléphone, ça fait vibrer ta caméra. Moi, je sais pas. Non, le téléphone est posé, mais il est un peu en équilibre, j'avoue, pour être. Voilà. Ben, touche pas la table, voilà, très bien. Je vais me reculer un tout petit peu, excusez-moi. Voilà. Et le troisième volet aussi récent, ce sont les déménagements. Un de mes collègues et moi-même sont issus de cette industrie et en réponse à la demande de certains clients sociétés, nous proposons maintenant des déménagements à nos clients. Donc, c'est connexe à la relocation, donc des services de déménagement locaux, nationaux et internationaux par tout moyen de transport, voie maritime, voie aérienne et voie terrestre. Voilà en quelques mots. Donc à la réponse, qu'est-ce que l'épidémie de coronavirus a changé pour nous ? En premier lieu, malheureusement, on a été touché de plein fouet car c'est une chute forte de la demande pour nous. La demande, ce sont des clients étrangers donc qui viennent de l'étranger. Donc une des mesures a été la fermeture des frontières en Russie. Donc beaucoup de clients qui avaient déjà prévu de venir dès le mois de mars sont maintenant cantonnés chez eux et attendent de pouvoir venir. Les quelques clients que nous avons eu encore sont ceux qui étaient déjà installés ici ou qui sont arrivés et qui sont restés en quarantaine. Donc ceux-là, nous continuons de nous en occuper. Donc, nous continuons de travailler, simplement. Nous avons adapté nos méthodes de travail pour assurer la sécurité et à nos clients et à nos employés. Donc, nous faisons quand même des visites d'appartements, en prenant toutes les précautions qui s'imposent, donc en équipant les employés et les clients avec des gants, des masques, avec des gels antiseptiques, respecter donc les précautions, toutes les mesures, les distances, etc. Et nous proposons encore plus un service qui existait déjà, mais qu'on utilisait peu, mais qui maintenant, dans une tendance sur le marché, c'est faire des visites virtuelles. Donc pour les clients qui soit ne veulent pas se déplacer, soit qui ne sont encore pas ici, mais qui veulent déjà chercher activement un appartement avant leur arrivée en Russie. Donc on fait ça avec des vidéos, grâce au Messenger, FaceTime ou WhatsApp. Plus nous avons des caméras 360 degrés qui nous permettent de faire des vidéos complètes donc, de l'immeuble, de ses alentours, de l'appartement, des parties communes. Et nous envoyons ces vidéos au client qui peut ainsi tranquillement, en famille, avec son épouse, époux, regarder l'appartement et comparer. Si je peux me permettre, c'est assez époustouflant pour ceux qui sont intéressés. En fait, nous proposons ces vidéos-là, ça passe sur YouTube, c'est 360, et nos clients mettent tout simplement le casque avec leur téléphone dedans et ils sont dans l'appartement. Hein. C'est assez bluffant. Hein. Et ça, on a réussi. Enfin,
on l'avait déjà fait auparavant, même bien avant les crises, à distance, ça permet aux clients de pouvoir se décider sur certains appartements. Tout à fait. Non, mais c'est un bon… Merci de ton intervention. Et on peut aussi, et nous espérons trouver cette technologie, elle existe déjà en Occident, de pouvoir justement scanner complètement un appartement. Donc, c'est même encore mieux que la caméra vidéo parce qu'il y a moins de mouvements. Donc, c'est plus agréable, on peut mieux se fixer sur certains détails. Et nous pensons pouvoir proposer ce service aussi bien maintenant que plus tard parce que de toute façon, ça répond à une demande de la part des clients qui, c'est la digitalisation, ne veulent pas forcément se déplacer et pouvoir regarder les appartements sur leur ordinateur avant même de faire un choix. Donc, de même, pour les appartements qui sont à l'achat ou à la vente, nous continuons les transactions, bien sûr, toujours avec les mêmes mesures. Même si la demande est relativement faible, structurellement, le marché est assez calme dans les premiers mois de l'année. Mais nous sommes sûrs que d'ici la reprise, il y aura certainement plus de demandes car les prix commencent à chuter. Et donc, certainement, des gens qui avaient les capitaux et attendaient le bon moment pour investir, surtout les étrangers qui ont des capitaux en monnaie étrangère avec la dévaluation du rouble, vont certainement, nous espérons, chercher maintenant à investir. La pierre reste un investissement prioritaire en Russie. Et ensuite, les déménagements, nous continuons aussi à travailler, toujours avec les mêmes précautions que nous prenons. Récemment, nous avons fait le déménagement d'un ambassadeur. Les mouvements continuent. Nous avons cette chance que les déménagements font partie du secteur des transports, des livraisons, donc un service essentiel pour la population. Donc, ça ne tombe pas sous interdiction. Les professionnels, nos camions sont contrôlés de temps en temps, mais il n'y a pas du tout d'obstacle. Beaucoup en profitent justement actuellement de la baisse des prix pour pouvoir déménager, trouver un appartement moins cher et déménager aussi vite que possible avant la saison qui va certainement cette année commencer beaucoup plus tard que prévu. Yann, tu voulais intervenir? Oui. Non, je ne sais plus ce que j'avais quelque chose à dire, je ne me rappelle pas. Sur les déménagements, est-ce qu'on a la possibilité aujourd'hui de sortir de Russie? Est-ce qu'on peut faire sortir les affaires des… Oui, les douanes travaillent. Bon, les douanes, les biens personnels, c'est une branche des activités de la douane, mais ça fonctionne. À ralenti, disons, pas aussi rapidement que d'habitude, mais c'est tout à fait possible encore d'expédier des effets. Le transport de marchandises continue de travailler, donc les biens personnels également. Ça en fait partie, il n'y a pas de distinction. Ok, je te propose de poursuivre. Voilà. Et donc ensuite, qu'est-ce que nous faisons? Nous rebondissons, comme on dit certains, il faut être inventif. Et nous proposons un service depuis déjà 2 crises, celle de 2008 et de 2014. Un service spécial crise très populaire, c'est la renégociation de baux. Donc nous aidons nos clients, particuliers comme sociétés, à renégocier le montant du loyer ou d'autres conditions de location auprès des propriétaires. Donc c'est un service qui fonctionne bien, avec l'incertitude. Beaucoup de propriétaires ont peur de perdre leur locataire, donc ils sont prêts à faire des gros efforts sur le loyer, sur quelques mois, comme sur le long terme, puisqu'en plus, printemps-été pour nous est une période propice pour la renégociation, car la plupart des étrangers arrivent à cette période de l'année, donc leur contrat se termine à la même époque. Donc en ce moment, nous faisons aussi bien des réductions de loyer assez fortes, en moyenne entre 10 et 20% jusqu'à 30-40%. Et pour le long terme, sur une année, on a des bons résultats aussi de 10 à 20%. Donc ça intéresse tout type de clients. Si je peux me permettre de couper, beaucoup de personnes m'ont demandé quels étaient les arguments que l'on donnait aux propriétaires pour renégocier les baux. Donc tous ceux qui sont aujourd'hui locataires et qui payent surtout de leur propre poche, je vous invite d'abord à tenter votre chance. De toute façon, la majorité des arguments que nous donnons, c'est de demander un petit peu de solidarité, un petit peu, voilà, c'est la crise pour tout le monde et on pousse un petit peu les propriétaires à comprendre que c'est pas facile pour tout le monde. En règle générale, enfin, on a eu à peine 1 ou 2 refus sur une 50aine de négociations. Les gens sont ouverts à donner, voilà, entre 15, 20, 25%, temporairement, pas toujours sur le reste du contrat, mais ne serait-ce que temporairement. Donc, pour ceux qui sont locataires, je vous invite à le faire. Et si besoin, on peut vous donner quelques trucs et astuces. Je te laisse la parole. Il y a de nombreux arguments, effectivement, dont on peut tenir compte. Et ça vaut la peine, comme tu dis, d'essayer. Qui ne tente rien n'a rien.
Et je dirais, si je peux un peu vendre notre service, l'avantage de passer par un intermédiaire comme nous, une tierce personne, c'est qu'il n'y a pas, disons, de détérioration des relations entre le propriétaire et le locataire. Nous, on se présente comme une tierce personne, on est mandaté par la société ou un client, on négocie, si ça ne fonctionne pas, les relations restent au beau fixe. Il n'y a pas du tout de… Alors que parfois, par expérience, on sait que des clients qui ont essayé eux-mêmes, malheureusement, non seulement n'ont pas obtenu gain de cause, et en plus, ça s'est mal passé vis-à-vis du propriétaire. Ça reste rare. Généralement, je dirais que les propriétaires sont assez compréhensifs. Voilà, je dirais en gros, comme l'ont dit d'autres précédemment, c'est un peu maintenant la lutte pour la survie. Donc, nous sommes une petite entreprise, donc comme j'ai dit, nous avons déjà traversé 2 crises assez sérieuses. Je ne dirais pas que nous sommes préparés pour celle-ci, mais nous pouvons tirer des enseignements de ce que nous avons connu ces années précédentes. Nous savons que nous devons tenir compte des circonstances et ne compter que sur nous. Malheureusement, on ne fait pas partie, comme beaucoup, je pense, qui écoutent aujourd'hui, ne font pas partie des secteurs touchés par le coronavirus, selon la liste dressée par le gouvernement. Donc, on n'a pas d'aide directe. Nous profitons simplement des ajournements de paiement, des cotisations, des impôts, mais ça n'en représente rien. Donc, nos priorités, ce sont non seulement aider nos clients, donc rester à l'écoute, les contacter, leur proposer des services, aussi bien l'employé, si c'est un expatrié ou sa société, et les fidéliser, trouver de nouveaux clients également. Et depuis quelques années, nous travaillons aussi avec des sociétés qui ont russes avec des employés russes, pas essentiellement avec des étrangers. Deuxième priorité, c'est maintenir l'emploi, donc que nos employés puissent continuer à travailler. Donc, on fait tout pour qu'ils aient les outils. On avait déjà, dans notre secteur, nous sommes dans le tertiaire, dans le service et l'immobilier. Donc, c'est déjà un milieu où on n'a pas besoin, le télétravail existe, on n'a pas besoin d'être au bureau en permanence. Donc, nous avons déjà tous les outils qui permettent à nos employés de travailler de chez eux, mener des négociations, créer des documents, signer. Ça va dans le sens de la digitalisation de l'économie et des services à la population. Nous, on a tout fait justement pour que nos employés soient prêts à cela, les soutenir et qu'ils puissent continuer à aider nos clients dans la vie de tous les jours. Ce que je voulais aussi rajouter, Stéphane, par rapport à nos employés, bon, évidemment, on a gardé tout le monde. On n'a pas encore réduit les salaires et j'espère qu'on n'aura pas à les réduire. Ça nous permet aussi, au sein même de l'entreprise, de revoir un petit peu tous les process, de revoir un petit peu le marketing. Ça nous permet de donner à nos employés aussi la possibilité de se recréer et de créer, pourquoi pas, d'inventer des nouveaux services, enfin, même de la société. Donc, je pense qu'il y a encore une bonne ambiance. On a une petite société, hein, on doit avoir à peu près une douzaine d'employés, mais enfin bon, toujours, ça reste pour nous même important. On essaye évidemment, comme le disait tout à l'heure Guillaume, de continuer à les motiver parce que c'est jamais facile de travailler chez soi, puis on commence à prendre souvent des mauvaises habitudes, de perdre un petit peu en discipline. On se retrouve ne serait-ce qu'une fois tous les lundis matins en vidéoconférence où on essaie d'inventer, pourquoi pas, des nouveaux challenges aussi. Donc aujourd'hui, on devait être tous en rouge. Voilà, moi j'avais mis mon pantalon rouge, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, essayer de mettre un petit peu d'ambiance dans tout ça parce qu'évidemment, on vit des moments assez compliqués, assez difficiles et je pense que c'est important effectivement de rester proche de ses employés et puis de garder la motivation. Stéphane, il y avait des petites questions aussi, évidemment, comme tout le monde s'y attend, les estimations sur la chute du prix du mètre carré. Alors bon, je pense que Yves, tu parlais peut-être de l'achat. En 2 mots sur l'allocation, peut-être Stéphane, comment tu vois? Est-ce que tu penses que les prix vont baisser? Tu as une idée? Alors, nous n'avons pas nos propres statistiques, mais nous regardons celles de sites connus et de sociétés spécialisées. Globalement, les derniers chiffres que j'ai vus récemment, déjà depuis mars, la demande a chuté de près de 70% sur le marché de l'ancien. Il y a énormément d'appartements, donc c'est un des arguments à utiliser en négociation, c'est que la demande est faible, il y a énormément d'appartements qui restent à louer, d'autres qui vont se libérer. Malheureusement, beaucoup de gens vont quitter leur appartement. Je parle peut-être plus dans la population russe, des gens qui malheureusement ont pu perdre leur travail ou une chute de leurs revenus et vont devoir quitter leur logement. Donc ça va encore ajouter des appartements sur le marché, donc pousser les prix vers le bas. Actuellement, on observe entre 15 et 20% en moyenne de baisse
des loyers en général sur le centre-ville. Je dirais, si je peux rajouter moi de mon côté, enfin, après sur tout ce qui est achat-vente, c'est encore trop tôt pour en parler. De toute façon, la majorité des propriétaires qui souhaitaient vendre leur appartement sont un petit peu sur le qui-vive, sans vouloir vraiment accepter de baisser le prix. Historiquement, le prix du loyer au mètre carré a toujours été en dollars, et même si maintenant les prix sont affichés en roubles, le dollar reste quand même bien gravé dans la tête des propriétaires et reste néanmoins une référence pour eux. Donc, je dirais que là, avec les cours qui fluctuent, ça ne va pas les inciter beaucoup à baisser les prix. Ou alors, évidemment, il y a un besoin important de devoir se débarrasser d'un bien. Et dans ce cas-là, peut-être que, on va dire, il y aurait des bonnes affaires à faire. Mais pour l'instant, moi, personnellement, je ne vois pas trop une chute des prix. Elle s'amorcera peut-être un petit peu par la suite au niveau du mètre carré, si ça peut répondre à tes questions. Je te rejoins. Oui, si on parle d'achat-vente, vaut mieux attendre encore, je dirais, quelques mois. Mais les prix vont certainement baisser. Et surtout dans l'ancien, parce que le neuf, donc il y a des mesures qui ont été prises récemment par l'État, des prêts aidés à 6,5% pour justement soutenir l'activité des nouvelles constructions. Donc pour des prêts jusqu'à 3 millions en région, jusqu'à 8 millions, je crois, à Moscou, Saint-Pétersbourg. Donc ça va soutenir la demande. En revanche, dans l'ancien, malheureusement, il n'y a aucune mesure. Donc, je pense que soit on veut acheter un bien dans un quartier bien précis, dans ce cas-là, la demande peut être plus faible. Et si on veut acheter simplement dans la ville, les prix vont baisser. Il y avait une question à voir de quels est les paiements. Ça, je pense qu'on la lancera. Il y a une autre question, mais je la lancerai après vers la fin. Merci Stéphane. Je ne sais pas si tu avais encore autre chose à nous. Non, merci. Merci à vous. Merci de votre attention. Pour ton témoignage. Il nous reste un intervenant. Alors, il nous restait deux intervenants. Malheureusement, Hervé Ledvéan a dû partir. Philippe Thyssen, qui est le directeur de Philippe Suella, de Grand Laitier, et qui sera sûrement assisté aussi par Jérôme Despeilles, si tu veux allumer ta caméra, Philippe, qui m'a encore délecté d'un délicieux fromage. Ah. Je pense à toi régulièrement, tu vois. Ah, c'est bien Yann, merci. Mais Yann, si tu permets, je ne sais pas si je vais demander ça à toi ou à Lydia, je voulais partager mon écran pour faire une petite présentation pour vous montrer qu'est-ce qu'est Grand Laitier, où on était, et puis après je vous dirai où on en est. Est-ce que, bon, je peux pousser sur le bouton, est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, tu appuies juste la petite flèche verte. On connaît. Malheureusement, on ne sentira pas l'odeur de tes fromages, mais ce ne sera pas… Dommage. Voilà. On les verra au moins. Alors, voilà. Mais Grand Laitier a mis son premier fromage sur le marché en août, il y a 2 ans et demi, donc en août 2017. Voilà, ça a été créé, Grand Laitier a été créé par moi-même par Frédéric Pisson-Daubonne et moi-même. Frédéric s'occupe surtout de tout ce qui est production. Frédéric vient du monde de la logistique, il travaillait pour Koen et Nagel, etc. Et bon, moi, je viens du monde de tout ce qui est infrastructure logistique et zone industrielle, donc développement de zoning industriel. Donc, on ne vient pas du tout du monde du fromage, mais comme on était tous les deux plus ou moins liés à la logistique et qu'on voyait, et moi surtout dans l'industrie, et qu'on voyait que, bon, après toutes ces années, en 2014, il n'y avait toujours pas de fromage qui était fabriqué. On s'est dit qu'il y avait peut-être une petite place à prendre et on a commencé petit à petit à faire 2-3 choses, à monter donc un dossier qui est devenu donc Grand Laitier. Alors, on s'est basé sur le fait aussi que, bon, si en Europe, comme vous voyez sur l'image à droite, qu'on a des magasins spécialisés dans toutes les villes, il y en a plusieurs avec des fromages très locaux, vraiment des trucs très bons. Et ça n'existe pas en Russie, donc on s'est dit voilà, nous on va prendre une niche, on va faire des bons produits, on va faire des produits à la main, on va faire du vrai. Et donc on a assez bien réussi à le faire. Pour faire du vrai, je ne sais pas si vous voyez la photo à droite, c'est les fromages à la louche. Tout ce qu'on fait, tous les fromages qu'on fait sont faits entièrement à la main. Il n'y a que au fait
la pasteurisation qui se fait, je dirais, de façon plus ou moins automatique. Voilà. Alors, tiens, je ne sais pas pourquoi là il veut plus. Voilà, on change. Alors, on a le premier fromage qu'on a sorti donc il y a 2 ans et demi, c'est le Saint-Rémy, qui est rien d'autre qu'un Saint-Marcelin, mais on s'est fait vite taper sur les doigts via l'ambassade, comme quoi le Saint-Marcelin, on ne peut pas l'appeler comme ça. Donc, on l'a appelé Saint-Rémy. On a rajouté après le Miatlevske Scheiba. Pourquoi Miatlevske pourquoi Scheiba? Parce qu'en fait, le Scheiba n'est rien d'autre qu'un palais. En France, le fromage, le palais. Et la traduction claire et simple de palais, c'est donc Scheiba et Miatlevo. Pourquoi? Parce qu'à Miatlevo, c'est un petit village dans la région de Kaluga. C'est de cet environ-là qu'on sort notre lait. Et c'est là aussi qu'on avait à un moment donné, on l'a toujours d'ailleurs, on a acquis 400 hectares de terrain, on voulait faire une ferme. On a acquis 4 hectares de terrain industriel parce qu'au début, on voulait construire une petite usine. On avait en effet des investisseurs qui étaient prêts à nous soutenir. Et bon, investissement qui, par après, nous avons perdu dû à la situation géopolitique qui s'aggravait très fortement à ce moment-là. Donc, les investisseurs se sont retirés. Mais donc, Mlatevske Scheiba, qui est donc le palais, on a donc un assorti qui est trois fromages, justement le Saint-Rémy, le Scheiba et alors le crottin. Le crottin, ça c'est le bouchon. Le cœur de Vendée. Et puis, on a aussi notre Fontainebleau qui est rien d'autre qu'un boursin, un bon boursin, bien frais et bien naturel, donc pas du tout industriel. Voilà, on a rajouté aussi quelques nouveaux produits dernièrement, dont un camembert que certains ont déjà eu probablement l'occasion de goûter pour ceux qui connaissent le produit et qui ont profité d'une action qui a été menée et initiée par Jérôme, qui va en parler tout de suite, j'espère. Et puis, on a rajouté aussi aujourd'hui du thym qu'on ne commercialise pas encore parce qu'il met longtemps donc, il est dans les Halloirs, comme vous voyez la photo. On va bientôt pouvoir en offrir du jeune, mais le thym, ça tient jusqu'à 6 mois. Il est pas mauvais, c'est très bon. Le fait aussi que nos produits, qu'on réussit avec nos produits, c'est d'abord le lait. Le lait est extrêmement important. Et non, pourquoi? Bon, il s'agit bien sûr de la race de la vache, mais surtout du fourrage. Et donc ici, on travaille avec un unique fermier qui, lui, est un passionné aussi et qui nous donne un lait qui est assez unique, il faut le dire, en Russie, parce que tout ce qu'on a essayé comme autre fournisseur, puisque eux nourrissent leurs vaches différemment, mais on n'a pas du tout le même résultat. Donc, la façon dont notre fermier nourrit ses vaches, c'est avec de l'herbe fraîche ou séchée. Donc, les vaches sont en été, sont dans les prés, comparé aux fermes industrielles où les vaches restent plus ou moins. Et en hiver, c'est donc de l'herbe séchée qui est donnée, alors qu'au niveau du lait industriel, ce n'est pas le cas. Donc ça donne moins de lait, mais un lait qui est bien meilleur. La race des vaches, c'est Kolromorsky, qui est une race tout à fait russe et locale. Et le résultat est, pour ceux qui connaissent, qui ont goûté, assez original et surtout très près de ce qu'on connaît en France. Alors après, on est où et chez qui? Ben oui, voilà, ça c'est un peu la distribution aujourd'hui n'est pratiquement possible que par les grandes surfaces, par les grandes chaînes de distribution. Quelques marchés aussi, bien évidemment, mais sinon, les magasins spécialisés, il y en a qui se sont ouverts, ils ferment après 6 mois, ils laissent une dette chez nous, ils payent mal. Enfin bon, c'est très, très, très difficile apparemment donc, d'ouvrir des petits magasins spécialisés. Ça ne marche sûrement pas encore comme chez nous, mais peut-être aussi parce qu'il n'y a pas encore évidemment cette panoplie de produits que nous avons. Donc, un magasin spécialisé va ouvrir, il va y avoir des bonnes choses, mais si ce n'est pas des produits importés et c'est que du produit local, mais aujourd'hui, il n'y a pas encore un choix énorme. Et si je peux me permettre, Philippe, juste une question. Bon, moi, il m'arrive effectivement de commander en ce moment, bien entendu, par Internet et par des solutions comme YouGoods ou je ne sais plus trop quoi. Est-ce que Auchan ou Métro ou ça propose un certain nombre de produits, mais je n'ai pas eu l'impression, même Outconos d'ailleurs, que
qu'on arrivait à trouver vos produits dans leurs échantillons. Alors, je ne sais pas si, parce que je crois qu'ils limitent un petit peu, ou quel peut être le souci? Non, Et donc après, où est-ce qu'on peut trouver tes produits surtout? assez simple. Chez Auchan, ils ont quelques centaines de magasins en Russie. Nos produits ne se trouvent apparemment que dans 20 magasins. Ça, c'est depuis le début. Et c'est dû à leur politique d'achat, c'est-à-dire que chaque directeur de magasin décide plus ou moins des produits, dans la panoplie de produits qu'il peut acheter à la centrale chez Auchan. Ils choisissent leurs produits d'après les produits qu'ils veulent, eux, livrer ou proposer dans leur magasin. Donc, je sais que nous sommes inscrits dans le système Auchan dans 60 magasins de Moscou, mais sur les 60 magasins, il y en a maximum que 20 qui achètent. Et en plus, il nous arrive souvent de visiter des magasins Auchan où il y a nos produits et puis on voit qu'en fait, les bacs sont vides. Donc, ils ont la possibilité de commander 3 fois par semaine, mais le fait est que le personnel étant, ne commande pas à temps, etc. Chez Lenta, on est supposé dans tous les magasins Lenta. Et là, c'est pareil, même Lenta au bureau central, quand on va les visiter, ils disent qu'ils ont en effet un problème au niveau du personnel qui ne fait pas exactement ce qu'il faut dans les magasins. C'est un problème. Chez OK, on est chez OK seulement depuis 2 semaines. OK, Perec Rostock, plus une autre marque, on fait une marque propre, on a un nouveau contrat qui devrait commencer très bientôt. Mais donc justement, d'après la crise, OK n'a pas arrêté. Par exemple, Perec Rostock, qu'on devait commencer à livrer fin de ce mois-ci, eux, ils ont dit, voilà, non, on fait une pause, on attend le mois de septembre parce qu'aujourd'hui, les gens se concentrent plus sur des produits bon marché que les autres. Mais on reviendra là-dessus, je reviens. Chez Azbuka, nous étions chez Azbuka, mais via un distributeur, les gens qui travaillent, les volumes étaient tellement petits et on a arrêté parce que c'était pas, ça ne garantissait pas du tout la qualité. Nos produits se retrouvaient assez dans un état, c'était mal. Il faut vraiment suivre la chaîne de froid de façon pratiquement parfaite afin d'avoir toujours un bon produit. Nos produits sont des fromages lactiques. Ils sont très difficilement commerciables, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement fragiles, n'importe quel de tout changement de température et on a tout de suite du bleu qui commence à pousser dessus. Et les Russes, si en Europe c'est normal, en France surtout, on gratte un peu le bleu ou à la limite on le mange. Ici, les Russes, pour eux, ça veut dire que le produit n'est plus bon et on le jette. Donc voilà. Alors après, oui, donc ça c'est un peu ce qu'on voulait faire. Je te propose, plutôt que de passer sur toute ta société, mais c'est fini, aujourd'hui, on est à la fin. Ouais, juste de comprendre effectivement, je ne sais pas si vous voulez passer là. Voilà, mais je voulais montrer ceci pour arriver là où on en est. Donc en effet, on a commencé à produire les premiers fromages donc en février 2017. Ce qu'on produisait, on essayait de le vendre via les marchés. Mais les premiers fromages ont vraiment été introduits au troisième trimestre 2017. Et donc, on a connu un assez bon développement. Et on voit en effet quand le dernier semestre de l'année passée, donc on arrivait donc pour ce semestre à 100 000 fromages vendus. Et on voit aussi en bas, par exemple, qu'en janvier ou au premier trimestre de 2019, il y a une baisse. Bon, le premier trimestre de 2020, donc les 3 premiers mois, on a connu une baisse totale comparée, donc, en effet, au dernier trimestre de l'année passée, à une baisse d'à peu près de 30%. Donc, c'est une baisse qui est supérieure à la baisse qu'on a connue en janvier 2019, a été inférieure à la perte qu'on a connue cette année-ci. Alors, avec le coup de grâce qui est le coronavirus et l'isolement des gens, en effet, les ventes ont comparé. On était à des ventes d'à peu près au mois de décembre à 45 000 fromages. On était sur le mois. On était au mois de février à peu près à 20 000 fromages. Donc, une baisse, c'est quand même assez considérable. Aujourd'hui, on se retrouve à peu près à 10 000, 12 000 fromages pour le mois de février, pour le mois d'avril. Donc, en fait, la baisse des ventes est assez conséquente. Là où ça pose un problème pour nous, c'est que vu les nouveaux contrats qu'on avait signés avec des volumes assez importants à la clé, on avait en effet fait un accord avec notre fermier pour que lui, il allait produire de plus en plus de lait. Donc, il avait des vaches qu'il avait enseminées donc l'année passée. Et donc, on avait tout un programme en effet. Donc, mais ayant plus de lait et moins de ventes, on a aujourd'hui tout le surplus de lait est parti
en pâte dure, donc dans le tome. Mais à un moment donné, on ne peut pas continuer à financer ce lait et garder des fromages et faire un énorme stock de fromage qui va durer 6 mois. Alors, pour le reste, évidemment, le personnel, ben aujourd'hui, on a diminué, je dirais, il n'y a pas si longtemps. Donc, on a essayé de tenir le coup le plus longtemps possible. Nous avons plus ou moins, nous n'avons pas licencié, mais nous avons envoyé la moitié du personnel, donc on était une vingtaine, on n'est plus qu'une dizaine. La moitié du personnel est en vacances sans solde. Ils seront de toute façon, on fera appel à eux au moment où ça reprend un petit peu. Ce sont des gens qu'on a formés, donc on ne veut pas les perdre, mais aujourd'hui la société n'a plus les moyens. L'autre personnel administratif et autres, travaillent aujourd'hui mi-temps. Donc ça, c'est pour le personnel. Au niveau de la production, ben déjà en production de lait, les gens portent le masque, des gants pratiquement tout le temps au lieu de travail. Là, on a dû intensifier cet usage, intensifier les lavages des mains, plus ou moins essayer de faire en sorte de faire comprendre aux gens qu'ils doivent garder leur distance, donc un peu adapter l'endroit d'emballage. Pour le reste, au niveau des ventes, ben oui, mais donc les ventes ont diminué, ont vachement diminué au niveau des grands comptes. Ça a augmenté un peu dans les marchés. Donc, on a un marché dans lequel en fait, notre production se trouve dans les caves d'un marché. Et sur ce marché-là, nous connaissons une augmentation des ventes. Par contre, dans les supermarchés, ça baisse énormément. Alors, on a, et là, je voulais laisser la parole à Jérôme qui a initié donc une action de livraison à domicile. Les commandes ne se font pas par un site internet, mais voilà. Du bouche à oreille, des bonnes astuces aux bonnes astuces. Jérôme, est-ce que tu peux nous parler des dernières… oui, alors je pense qu'il va falloir peut-être que tu libères l'écran pour qu'on puisse maintenant voir, à moins que Lydia puisse le faire. Voilà. Et Jérôme, est-ce que tu es là? Et puis on finira avec toi. Ton micro est coupé. Voilà, ça, nous ne t'entendons pas. Bonjour à tous. Donc, alors, pour surfer un petit peu, enfin surfer, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais d'essayer de rebondir sur la vague de la crise, l'idée a été de mettre en place ce qu'on avait déjà essayé de mettre en place il y a 6 mois, mais pas avec beaucoup de succès, qui sont les ventes directes, donc par l'intermédiaire de propositions commerciales qu'on a placées plutôt sur les réseaux sociaux et effectivement à partir de là sur le bouche à oreille. L'idée, c'est d'avoir des promotions qui restent pour nous acceptables en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité, mais qui permettent aux clients quand même d'avoir accès à des produits qui étaient, à mon sens, déjà d'un bon prix, mais là, de les avoir à un prix encore meilleur. Et surtout de renouveler les offres au moins une fois par semaine, histoire de garder le tempo des commandes et de rester dans l'esprit des gens. Donc, on en est à la 3e semaine. Comme je disais, il y a 6 mois, on a fait un essai et on n'avait eu quasiment aucune commande. Et là, contre toute attente et avec beaucoup de plaisir, je ne dirais pas qu'on croule sous les commandes, mais on a un chiffre d'affaires tout à fait intéressant en 3 semaines. Et d'ailleurs, on ne s'y attendait pas trop. Donc, c'est bien. Ça veut dire derrière qu'on doit suivre en logistique avec des livraisons. Donc, on est en pleine réflexion avec une adaptation permanente en fonction des commandes, en fonction du livreur qui grâce aujourd'hui, entre guillemets, à la crise, circule bien plus librement que d'habitude. Donc, on arrive à livrer beaucoup plus de gens que d'habitude. Donc, ça se passe plutôt bien. Et le but, c'est de proposer des produits pendant toute cette période. Et il est probable qu'à la fin, on va essayer de capitaliser sur ce fichier client. L'idée, comme je t'en parlais Yann, derrière, c'est également, je pense, d'essayer de communautariser toute cette communauté d'artisans français dont nous faisons partie, qui propose beaucoup de produits entre les saucissons, les pâtés, d'autres fromages et autres choses, de manière à mettre en commun tout ce fichier client et de proposer au travers probablement justement un système de livraison de vente directe ces produits. Voilà. Et puis surtout, mettre en commun effectivement tous les bons petits produits
j'allais dire du terroir français, mais enfin non, du terroir russe avec les traditions françaises. Nous allons devoir couper ce petit merci à Cécile Zoom. Roch, je crois nous également, qui nous a permis d'utiliser son réseau et c'est grâce à elle notamment qu'on a pu largement diffuser nos produits. Il nous offre. Alors, pour tous ceux qui nous ont écrit là, et vous pouvez réécrire à côté comment s'appelle la société et comment on commande, malheureusement, nous allons devoir couper le Zoom, mais toutes ces informations seront à la fois sur le YouTube de la Chambre de commerce, hein, Lydia, tu confirmeras, et sur le compte rendu de ceux qui se sont inscrits. Si vous n'avez pas eu le temps de vous inscrire, si vous êtes venu avec le lien direct, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à envoyer un email à Lydia. Nous enverrons toutes les informations et notamment évidemment les sites de nos intervenants. Voilà. Merci encore à tous, Lydia. Une petite